Vous écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Marcel Ragny porte en lui une histoire familiale et industrielle qui se confondent. Petit-fils de Victor Ragny, ferronnier d'art, arrivé d'Italie en France en 1924 pour fuir le régime fasciste, Marcel fêtait en 2017 les 90 ans de son entreprise, devenue un groupe industriel figurant parmi les premiers dans le secteur de l'éclairage public. Dans cet entretien réalisé au siège du groupe Ragny à Cagnes-sur-Mer, Marcel Ragny revient sur le parcours artisanal puis industriel de l'entreprise installée depuis sa création en 1927 dans les Alpes-Maritimes, l'évolution des métiers de la métallurgie, les nouvelles technologies, le développement en France et à l'étranger, et bien sûr la transmission du savoir-faire Ragny à ses nièces et ses enfants qui lui ont récemment succédé, avec l'assurance de rester fidèle aux valeurs qui ont fait la force et le succès de leurs aînés, le respect, la reconnaissance et une grande dose d'humanité. Donc je suis Marcel Ragny, aujourd'hui vice-président de l'entreprise et du groupe Ragny. Je suis également président de l'UIMM Côte d'Azur, de l'UIMM région Sud-Corse, et puis membre du bureau de l'UIMM national. J'ai un parcours d'autodidacte, puisque j'ai commencé très jeune. Et le groupe aujourd'hui, c'est un peu plus de 400 collaborateurs et plusieurs filiales nationales et européennes et américaines. Ce qui m'a formé depuis mon plus jeune âge, c'est la vie de l'entreprise aux côtés de mon père. Depuis tout petit, j'étais dans un cocon familial aimant et je quittais jamais les baskets de mon père et j'étais souvent dans l'atelier avec lui. Et comme je m'ennuyais un peu dans l'atelier, j'avais toujours un ouvrier qui me faisait faire une bricole. Et donc j'ai appris le métier depuis, je peux dire que j'ai commencé à tremper dans la poussière du fer et du charbon depuis l'âge de 7-8 ans. Et puis jusqu'à 13-14 ans, je faisais mes études à l'école et puis au collège, mais je voulais à tout prix travailler avec mon père. Donc, parce que j'adorais la ferronnerie, parce que je trouvais que c'était un métier artistique et chaque fois que je faisais quelque chose, j'avais l'impression d'avoir réalisé une œuvre. Donc je suis à 14 ans, j'ai arrêté l'école et mon père a pris la décision de me faire rentrer à ses côtés, avec mes frères. Mon rêve vraiment, et c'est ce qui m'a valu le renvoi de l'école, c'est que je voulais travailler avec mon père. Je n'avais que ça en tête. Pour moi, les études, ça servait à rien. J'étais un petit peu idiot peut-être, mais j'avais 14 ans, donc on ne peut pas m'en vouloir. Et comme je voulais à tout prix travailler avec mon père, j'idolâtrais mon père. Et c'était un rêve de travailler à ses côtés. Et en plus, avec mes frères aînés qui avaient 14 et 11 ans de plus que moi, c'était mes modèles. Donc, je voulais faire comme eux. Et donc, non, je ne me voyais pas faire carrossier ou menuisier ou autre chose. Donc, ce que je voulais, c'était faire de la ferronnerie. Victor a créé l'entreprise en 1927. C'est un immigré italien qui était réfugié politique. Il était communiste à l'époque des chemises noires, donc c'était pas très bien vu en Italie. Il a été condamné à mort, il s'est évadé et puis il a fini à Nice en traversant toute l'Italie à pied, en bateau, enfin. Et voilà. Et donc quand il est arrivé ici, il a vu que la France l'accueillait et donc il a renié son pays qu'il avait condamné. Et puis il a travaillé chez un patron et un jour il a eu une opportunité. Je dis souvent que la vie est faite de rencontres, bonnes ou mauvaises, mais en tout cas, la vie est faite de rencontres. Et lui, il a eu la chance de rencontrer un architecte qui lui a mis le pied à l'étrier, puisqu'il l'a aidé à s'installer à son compte comme artisan, ferronnier. Et puis, l'aventure a commencé à partir de mon grand-père en 1927. Il a commencé à faire du fer forgé, des belles réalisations sur Nice. Et puis voilà, puis l'aventure a commencé. Alors j'ai eu la chance de le connaître et
mais j'étais tout petit, il est mort en 1964, donc j'avais 8 ans. Mais je me souviens d'un homme aimant et très caractériel, parce qu'il avait vécu quand même des moments difficiles, donc c'était pas un tendre. Mais par contre, il adorait sa famille et il disait toujours que sa principale préoccupation, c'était de donner à manger à sa famille, et que s'il en restait un peu, il en donnait à ses neveux, et que s'il en restait encore, il en donnait à ses voisins. Mais c'était sa famille qui était prioritaire, et il a été très protecteur. Alors moi, j'ai souvent tendance à dire que une entreprise qui stagne, c'est une entreprise qui meurt. Et donc, bon, déjà, les valeurs familiales ont fait qu'on a intégré à chaque fois. Au début, mon père est rentré avec mon grand-père, ensuite mon frère Victor, ensuite mon frère Roger, ensuite moi en 1971, mes sœurs en 1974. Mon père étant décédé en 1973, les 5 frères et sœurs se sont unis pour faire la SARL Rani Frères. Et donc, l'union, la fratrie, a fait que chaque frère et sœur avait des responsabilités différentes, mais on ne se marchait pas sur les pieds. Donc chacun dans son domaine essayait d'être le meilleur, et on a toujours été novateur, innovant. Et donc je pense que l'innovation nous a tirés vers le haut, et l'écoute et l'humain, parce que l'entreprise familiale, elle est souvent très humaine et très attentive au talent qu'elle a. Parce que quand on est autodidacte, comme je le suis, comme l'étaient mes frères, alors un peu moins mes sœurs parce qu'elles avaient fait quelques études, mais en tout cas les autodidactes, ils ont beaucoup de bonnes idées, beaucoup de volonté, mais beaucoup de lacunes. Et il y a 2 solutions pour pallier aux lacunes, c'est soit de se terrer dans un savoir-faire médiocre, soit c'est de profiter des talents qui nous accompagnent et de les faire participer à la réussite de l'entreprise. Et donc, en faisant ça, en faisant beaucoup d'humains au sein d'une entreprise familiale, on a fait de l'entreprise une grande famille. Moi, j'ai toujours tendance, aujourd'hui on appelle ça la team Rani, mais on disait que l'entreprise Rani, c'était une grande famille. Quand on travaillait chez Rani, on était un Rani. Voilà. Le parcours industriel de Rani, c'est la création en 1927 par mon grand-père ferronnier d'art, artisan. Il a commencé à avoir quelques ouvriers. Mon père l'a rejoint en 1936. Il avait des notions un peu de design. À l'époque, on appelait ça de dessin industriel. Et il avait beaucoup de goût. Donc, il avait créé des luminaires d'intérieur et des tables de salon et des chaises de salon. On faisait des salons extérieurs. Et mon père avait fait de la ferronnerie aussi pour l'intérieur. Et puis, mes frères et sœurs, mes frères sont arrivés en 1956 et 1959, et eux avaient une vision de développement de la ferronnerie pour devenir un peu plus, pour exporter, pour vendre au-delà du département ou de la région. Et ils avaient des volontés. Donc, ils ont commencé à créer un réseau d'agents commerciaux, donc toujours dans la ferronnerie, dans les luminaires. Et mon frère avait fait le salon du mobilier à Paris. Et là, il avait pris des commandes avec la Samaritaine, les Galeries Lafayette, tous ces grands magasins qui pour nous étaient... on pensait ne jamais les connaître, puisque c'était à Paris et on était à Nice, donc c'était impossible de les croiser. Et le fait de faire ce salon, ils nous ont mis le pied à l'étrier. Alors moi, j'ai commencé en 71, donc j'étais tout jeune, tout gamin, mais je voyais déjà les premières commandes arriver de ces grandes boutiques. Et puis, on a eu l'opportunité un jour de faire des chenets et des nécessaires à feu, donc de la ferronnerie pour les cheminées. Et on a rencontré, pareil, toujours dans un salon, on a rencontré des marques telles que les cheminées Philippe, les cheminées Lodrov, Brissac, qui étaient des gros fabricants de cheminées. À l'époque, il y avait beaucoup de cheminées qui se faisaient dans toutes les maisons qui se construisaient. Et on est devenu le premier fabricant de matériel pour les accessoires de cheminée. Et en 1976, il est arrivé un monsieur en voiture un samedi matin
avec une grosse lanterne. Alors on fabriquait des lanternes de jardin, on travaillait pour des particuliers, on savait déjà fabriquer des lanternes, mais de petite taille, avec très peu de technologie, on ne connaissait pas les lampes au sodium ou à vapeur de mercure de l'époque. Et donc ce monsieur est arrivé un samedi matin et puis il nous a montré un produit qui était fabriqué par un concurrent qui existe toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et il nous a demandé si on savait faire ce genre de produit. Et comme j'avais 20 ans, c'est moi qui l'ai reçu. J'ai dit sans problème, parce que quand on sait forger, une lanterne, c'est pour un ferronnier, c'est des bouts de tôle pliés. Donc on a fait ça et on a pris cette première commande qui était 40 lanternes pour la ville de Toulouse. Et ce monsieur était agent commercial chez un fabricant de luminaires d'éclairage routier. Et il était donc, il avait tous des copains qui étaient chez le même fabricant. Et c'était un réseau d'agents commerciaux. Et quand il a vu la qualité des produits qu'on lui a fabriqués, il a dit à tous ses copains agents commerciaux de France, j'ai rencontré un ferronnier qui est capable de faire les mêmes luminaires que le concurrent, et quasiment à moitié prix. Et donc on s'est retrouvé en quelques mois avec un réseau d'agents commerciaux national. Et là, l'aventure éclairage public a vraiment commencé. C'était en 78 et là, on a explosé parce que de petit artisan, on est devenu fabricant de luminaires d'éclairage. Après, en 1989, on a racheté cette fameuse entreprise où travaillait cet agent. On a racheté la partie éclairage public, donc on est devenu des vrais éclairagistes parce qu'on avait nos miroirs, on avait notre propre production, et en gardant toujours un outil de production basé à la Gode. Et donc on a développé l'éclairage public avec toutes les nouvelles technologies qui sont arrivées, puisque l'éclairage public a énormément changé entre le moment où on allumait les lampes à gaz ou les lanternes avec les lanternes à huile. Après, il y a eu la vapeur de mercure, il y a eu le sodium, il y a eu la iodure métallique, il y a eu des nouveaux miroirs, des nouvelles technologies. Et puis, les tendances ont changé. Dans le temps, on faisait beaucoup d'éclairage pour faire briller. Aujourd'hui, on fait de l'éclairage pour éclairer ce qu'on a besoin d'éclairer et plus pour éclairer tout et n'importe quoi. Et donc, on a sans arrêt développé la production. Ensuite, on a fait un bureau d'études avec un bureau marketing. Donc on avait un ingénieur qui faisait le bureau d'études et ma nièce qui est rentrée en 1991 qui était au marketing, mais on n'appelait pas ça le marketing à l'époque, c'était de la communication. Et elle faisait tous les plans, tous les designs de nos nouveaux produits. Et on a continué à évoluer pour devenir aujourd'hui le deuxième acteur national. Je crois que c'est l'occasion qui fait le larron. Et on ne se posait pas vraiment de question de savoir comment on allait pallier. Notre seul souci, c'était d'avoir toujours du travail pour le personnel qu'on avait. Au pire, si on en avait trop, on embauchait. Donc, c'était plus facile qu'aujourd'hui pour embaucher. Donc, on a toujours, au lieu d'affronter, on a déclenché des nouvelles technologies au sein de la production et de l'entreprise parce que on avait toujours soif d'apprendre. Je me rappelle avec mes frères, on a fait des nuits de travail pour pouvoir répondre à des commandes, mais parce qu'on disait toujours c'est plus facile à gérer le trop que le trop peu. Et donc on préférait, on ne savait pas dire non. Voilà. Donc comme on ne savait pas dire non, on prenait toutes les commandes. On bossait, on savait que si on travaillait une semaine, qu'il n'y avait pas assez de temps, on était capable de travailler la nuit, le samedi, le dimanche, et on a toujours répondu aux croissances. Et on a eu des croissances énormes, puisque en 2010, par exemple, on avait fait plus 35%, juste après la crise de 2008, où on n'avait rien perdu, quasiment rien perdu, puisqu'on avait très peu baissé l'activité. Mais parce qu'on est allé chercher tout le temps les affaires et l'innovation, les nouveaux clients. Notre credo, c'était action-réaction, proximité, service, les choses que nos gros concurrents
les majors de l'éclairage public ne faisaient plus parce qu'en fin de compte, on prenait tout ce qu'eux ne voulaient pas faire, les petites commandes, les commandes spéciales, les produits spéciaux. Mais comme notre culture, c'était l'artisanat, et ben, quand on est artisan, on a des mains en or et on sait faire tout ce qu'on nous demande. Moi, je connais beaucoup d'entreprises familiales en France et en Allemagne, il y en a énormément, et donc c'est la preuve que ça marche. Mais il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il n'y ait qu'un seul patron. Donc quand c'était mon père, c'était mon père. Quand ça a été mon frère, ben, il y avait les 4 frères et sœurs, mais le patron c'était Roger. Et puis en 2008, c'était moi. Et depuis le mois de juin 2024, c'est mes enfants qui sont les présidents du groupe. Et je crois qu'il faut, d'une part, que les aînés sachent construire et préparer la transmission, et que quand la transmission est faite, qu'on sache s'effacer, quitte à ce que ce soit un peu difficile, parce que c'est notre vie, mais pour le bien de l'entreprise et pour le bien des nouveaux dirigeants, il faut leur laisser les mains libres et les cerveaux libérés d'une contrainte de rendre des comptes à un être supérieur ou un patriarche, ou appelons-le comme on veut. Donc l'ancien président doit laisser faire, c'est ce que je fais, hein, moi, puisque même si je suis encore là, parce que j'ai encore la vice-présidence du conseil de surveillance, mais je suis plus là pour leur apporter des conseils de bons pères de famille, plus que pour les diriger dans leurs actions, puisque l'innovation d'aujourd'hui n'est pas la même que j'ai vécue moi, et que l'innovation d'aujourd'hui me dépasse et pourrait m'effrayer. On parle de chat GPT, on parle de l'intelligence artificielle, c'est des choses que je ne maîtrise pas et qui pourraient m'effrayer, alors qu'eux sont dedans et ça ne leur fait pas peur. Au contraire, ils s'en servent comme d'un outil. Et ils sont avides de ça. Et donc, peut-être que j'aurais pu être un frein si je restais à leur côté, à leur dire ce qu'ils devaient faire. Et le fait de les laisser faire ce qu'ils veulent faire, ça leur donne la liberté de le faire. Ça, c'est une des premières règles. Je dis, il y a le présent et il y a le passé. Aujourd'hui, je fais partie de l'histoire de l'entreprise, mais je ne suis plus l'acteur principal de l'entreprise. Et la deuxième règle qu'on s'était établie au sein de l'entreprise Rani et de l'entreprise familiale, c'est qu'on n'a jamais fait rentrer de conjoint. Et ça, c'est une règle qui dure depuis mon grand-père, que le jour où mon père lui a demandé de faire rentrer ma mère, et que mon grand-père lui avait répondu jamais. Et mon père s'était un petit peu vexé, il lui avait dit « Pourquoi tu l'aimes pas ?» Et mon grand-père lui avait répondu « Non, c'est parce que je l'aime trop. Et que si toi, je dois te dire quelque chose, je te le dirai ouvertement. Si ta femme m'embête ou ne correspond pas à mes attentes, je serai obligé de passer par toi pour lui dire quelque chose, pour éviter de la vexer et pour éviter de perdre mon fils. » Donc, on s'est toujours tenu à ça. Et les 5 frères et sœurs, quand on a repris après le décès de mon père, on s'est vraiment unis comme les 5 doigts de la main. On était les inséparables de la ferronnerie à l'époque. Et on a toujours accepté de ne pas faire rentrer nos conjoints. On ne les a jamais fait rentrer. Ce qui fait que quand on faisait des fêtes de famille le week-end, eh bien, on ne parlait pas que de l'entreprise, on parlait aussi de la famille. On avait plaisir à voir nos belles-sœurs et nos beaux-frères. On aime nos belles-sœurs et nos beaux-frères parce que justement, on n'est jamais rentré en conflit à cause de l'entreprise. Alors personnellement, j'étais totalement contre, comme mes prédécesseurs. Mon grand-père voulait pas d'associés, mon père voulait pas d'associés, mes frères et sœurs et moi ne voulions pas d'associés étrangers à la famille. L'entreprise était petite. Et jusqu'en 2020, j'étais totalement contre le fait de faire entrer quelqu'un au capital de l'entreprise. Mais l'histoire, quelquefois, ou l'évolution de l'entreprise fait réfléchir autrement. Et mes enfants, qui avaient déjà des visions un peu plus grandes pour l'entreprise que ce que je pouvais avoir, même si j'ai fait un beau parcours, mais je veux dire, ça ne s'arrête pas à ce que j'ai fait, l'entreprise. L'entreprise, elle ne doit jamais s'arrêter. Donc, et quand mon fils a rencontré BPI,
la BPI, BPI France. Et elle a rencontré un homme qui a su lui expliquer les raisons pour lesquelles il y avait un intérêt à faire rentrer une entité externe au sein du capital. Donc, ils ont réussi à me convaincre et on a fait rentrer BPI France, qui est venu avec un autre fonds qui s'appelle Africa Invest. Donc, BPI, qui est un fort soutien, même en termes de gestion, puisque quand on grandit comme on a grandi en très peu de temps, puisque sur les 5 dernières années, ça a été une évolution extraordinaire, quand on grandit comme ça, on a besoin de structure. Et quand on a affaire à BPI, on a des conseils, on a un appui, on a des formations. Et donc BPI nous a apporté ça. Et puis dans leur intérêt, puisqu'ils avaient pris une part du capital. Et en nous emmenant Africa Invest, qui est un fonds africain, ils nous ont apporté un regard différent sur l'extérieur. Et comme on sait qu'il y avait un gros potentiel de développement sur l'Afrique, et bien Africa Invest était... et donc lui aussi, il est rentré au capital. Donc ils sont tous les deux minoritaires, mais force de conseil, force de soutien et bien entendu, un œil avéré et affirmé pour voir si nos croissances externes ou nos croissances internes sont bonnes pour l'avenir ou pas. Et donc, quelquefois, leur critique nous permet de réfléchir à deux fois. Et c'est toujours des critiques constructives, bien entendu. Il n'y a jamais rien de négatif, puisque leur intérêt, c'est de faire croître l'entreprise. Ils sont rentrés, ils ont mis de l'argent, ils veulent sortir avec un peu plus. C'est tout à fait normal et nous, c'est notre intérêt. Le groupe Rani, c'est près de 140 millions de chiffre d'affaires, c'est 430 salariés, c'est une filiale à Beaucouzé, à côté d'Angers, qui fabrique des candélabres solaires, qui fait 80% de son chiffre d'affaires à l'export et 20% sur le national. C'est une nouvelle entité qu'on a achetée il y a assez récemment, la société LEC Innov, qui est à Lyon. C'est également une filiale à Denver, aux États-Unis, une filiale en Côte d'Ivoire, une filiale au Sénégal, un bureau au Maroc. C'est 60 pays représentés dans le monde. C'est 15 agences commerciales sur le national. Et bien entendu, la maison mère Rani, c'est le siège où nous nous trouvons, la production qui est au-dessus, et 3 unités de production dans le Var. Alors, on a un gros bureau d'études. Sur Rani, c'est 25 personnes. Sur Lex, c'est 5 personnes. Sur Novea Energy, c'est une dizaine de personnes aussi. Donc, vraiment, les R&D, l'innovation, la recherche et le développement, c'est vraiment un sujet clé pour pouvoir... j'ai toujours dit que fabriquer la même chose que les autres, ça ne servait à rien parce que les gens ne viendraient pas nous chercher, nous, puisqu'il y a toujours moins cher quand on fait pareil que les autres. Par contre, fabriquer des produits innovants, différents, novateurs, appelons-les comme on veut, faut créer la différence. Si on crée la différence, c'est que, je ne dis pas qu'on est meilleur que les autres, mais on est une entité qui représente quelque chose parce qu'on fait un produit qui nous appartient. Par exemple, dans le solaire, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a un très gros acteur français qui fait beaucoup de candélabres solaires à l'étranger, mais il y a beaucoup de Chinois, il y a des Indiens qui font du candélabre solaire, et donc on aurait pu se mettre au solaire et faire les mêmes produits qu'eux. Nous, notre intérêt a été de développer une batterie au lithium avec une garantie de 10 ans, des produits qui ont une durée de vie de 25 ans. Sur l'Afrique, on fait de la fourniture, pose et entretien pendant 7 ans. On apporte une garantie aux clients qui les rassure, parce que bien souvent, on sait très bien que les produits chinois, ils arrivent dans des containers, ils sont installés par n'importe qui, ils ne savent pas les installer, ça ne marche pas.
Et alors que nous, on apporte ce côté service en plus de ce côté industriel. Et donc, il faut créer la différence, que ce soit dans l'innovation, que ce soit dans le design, que ce soit dans la réactivité, la proximité avec le client, être toujours à l'écoute du client et savoir répondre rapidement. Je dis toujours qu'un problème chez un client, à partir du moment où il raccroche le téléphone avec nous, le problème ne doit plus être chez lui, doit être chez nous et on doit lui apporter la solution. Et donc, il faut rassurer les clients et être toujours au service du client. C'est le client est roi. Oui, c'est vrai qu'il est roi. Il n'a pas tous les droits, mais par contre, il est roi parce que c'est quand même grâce à lui qu'on mange tous les jours. Je crois que chaque génération a hérité du bon père de famille qui a été mon grand-père, mon père, mes frères, mes sœurs et moi. Et c'est vrai que moi, l'humain, c'est quelque chose qui m'a fait vibrer toute ma vie. J'avais tellement plaisir à voir mes salariés heureux, de pouvoir arriver, qu'ils me fassent un sourire plutôt qu'ils me fassent la tête, hein, d'avoir des employés qui vous font la bise, d'avoir des employés qui ont travaillé euh, 50 ans avec nous, 40 ans, 30 ans. J'ai mon directeur de production qui est rentré à 17 ans, il en a 62, il est toujours chez nous. Quand je le vois, il m'embrasse. Eh ben, c'est comme si c'était un membre de la famille à part entière. Donc, c'est ça l'humain. L'humain, c'est de ne pas se sentir supérieur. C'est pas parce qu'on est patron ou chef d'entreprise et qu'on a une belle structure. Seul, on fait rien, on le sait, tout le monde le sait. Et le fait d'avoir des talents à nos côtés, c'est toujours le patron qui brille, bien entendu. C'est lui qui reçoit la médaille, c'est lui qui est mis à l'honneur sur un article de journal, c'est lui qui parle à un micro comme moi aujourd'hui, mais c'est quand même grâce à tous ceux qui sont à côté de lui qui le portent. Et donc l'humain est primordial. Et j'ai toujours géré mon entreprise à l'humain. Mes premières responsabilités, c'était d'éviter d'avoir des outils dangereux, d'avoir des peintures nocives, de faire prendre des risques à mes salariés. Les innovations sur les machines qu'on a fait rentrer, on les a fait rentrer. Les nouveaux premiers robots qu'on a fait rentrer, c'était pas pour aller plus vite ou pour gagner plus, c'était pour enlever la pénibilité. Et donc on s'est aperçu que l'opérateur qui faisait un travail pénible, dans lequel il aurait pu être à saturation, eh ben, le fait de l'enlever grâce à un robot, on lui a fait faire une formation, il est devenu soudeur, programmeur, et il a fait plein d'autres métiers et on a fait évoluer les gens. Et quand on fait évoluer les gens intellectuellement, on les fait aussi évoluer financièrement. Donc comme leur poste prend une responsabilité, devient plus un poste à responsabilité, eh ben, le salaire il va en conséquence. Et ça évite aussi d'avoir des personnes qui freinent l'évolution. Et quand on s'intéresse à eux et qu'on les récompense à leur juste valeur, eh ben, ça devient des moteurs comme le chef d'entreprise qui est à la tête de l'entreprise. Donc l'humain pour moi est primordial. Et l'entreprise familiale par excellence, alors c'est vrai que ça peut faire un peu vieux jeu, le côté patriarcal, le côté bon père de famille. Mais en tout cas, ça nous a bien réussi puisque quand j'ai repris l'entreprise derrière mon frère, qui était déjà un beau fleuron, une belle pépite locale, on faisait 19 millions de chiffre d'affaires et aujourd'hui on en fait presque 140. Et tout ça parce qu'il y a plein de femmes et d'hommes à mes côtés qui m'ont suivi, qui m'ont fait confiance, qui ont su me parler aussi quand elles avaient un souci et j'ai su les écouter. Et donc cet échange a été enrichissant et pour les personnes, et pour moi, et pour l'entreprise. Mes mains ont gardé la mémoire de ce que j'ai appris à ma plus jeune enfance. Et je m'en suis aperçu parce que en étant président de l'Union des industries des métiers de la métallurgie, quand j'ai pris ma présidence, j'ai dit je veux connaître mes adhérents. Je veux qu'ils sachent que je suis là et que je veux savoir qu'est-ce que je peux leur apporter. Sinon, ça ne sert à rien de prendre un titre pour briller à côté d'un élu ou simplement pour faire le buzz sur les réseaux. Et donc, je suis allé visiter beaucoup d'entreprises
Et j'ai eu la chance, dernièrement, il n'y a pas très longtemps, et si vous me suivez sur LinkedIn, vous auriez vu la vidéo, je suis allé visiter un ferronnier. Et quand je suis arrivé dans cette ferronnerie, que j'ai passé la porte, j'ai les poils qui se sont dressés sur les bras, parce que l'odeur de la poussière de fer et de la poussière de charbon m'a presque ému aux larmes. Et donc, je venais là pour parler de la nouvelle convention de la métallurgie, pour parler de leurs soucis RH. Donc, on a fait un beau rendez-vous avec ce patron d'une PME locale, TPE même, puisqu'ils sont une dizaine, mais une belle ferronnerie. Et pendant que je parlais avec lui, j'ai vu une forge en bas qui marchait et un ferronnier qui forgeait. Et donc, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander si je pouvais essayer de voir si j'étais encore bon à le faire. Et il y croyait pas trop. Et donc, quand je suis descendu, j'ai dit, ça fait 35 ans que j'ai pu taper du marteau sur une enclume. Et j'ai pris un bout de fer, je l'ai mis dans le feu et j'ai forgé comme si j'avais arrêté la veille. Et je dis que c'est comme le vélo, on n'oublie pas. Et donc, je suis très content. Et donc, ce que je peux garder de mon enfance, c'est la bienveillance de tous les ouvriers qui étaient à mes côtés, qui m'ont forgé, même si c'était de la ferronnerie, mais qui m'ont formé, forgé, appris la vie, donné l'amour du métier, qui est devenu une passion chez moi. Et donc, c'est vrai que oui, je suis président aujourd'hui de l'UIMM parce que j'aime à défendre toutes ces TPE, PME sans qui on ne pourrait pas avoir tous les beaux monuments que l'on voit, toutes les belles cathédrales restaurées, toutes les belles routes goudronnées, tous les beaux ponts sur lesquels on passe tous les jours sans s'en apercevoir. Et tout ce qu'on voit autour de nous, je dis tout est industrie. Ma passion, c'est l'industrie depuis mon plus jeune âge. Alors, c'était l'artisanat au départ, c'est l'industrie aujourd'hui parce que ça a évolué, ça a changé. Mais tout est industrie. Quand le micro avec lequel je parle et les écouteurs que vous avez sur les oreilles et la table qu'on a devant nous, c'est industrie. Et donc, il faut défendre l'industrie locale, les TPE, les PME et les ETI qui font la richesse de notre pays. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee.